243, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen avec Madame Marie Arena, députée socialiste. Voilà, Madame Arena, bonjour. Bonjour. Madame Arena, aujourd'hui donc on va parler par rapport à la résolution qui s'est faite ici, donc, dont vous êtes signataire, pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourrez nous en dire un peu plus pour que nos téléspectateurs soient aussi au courant? Bien sûr, donc au niveau du Parlement européen, on a travaillé sur une résolution sur la République démocratique du Congo, qui n'est pas la première résolution que nous avons adoptée. Nous avons adopté par exemple une résolution en ce qui concerne la libération de Fred et Yves, qui sont aujourd'hui incarcérés en République démocratique du Congo, alors que ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Pour nous, en Europe, nous avons la possibilité d'avoir des urgences pour demander à des gouvernements de respecter les droits de l'homme et donc de libérer ces personnes. Nous avons maintenant cette résolution qui elle est plus ciblée sur le processus électoral. L'année 2016 va être une année mouvementée en République démocratique du Congo. Vous savez que la constitution de la RDC met fin au mandat du président Kabila et ne lui permet pas de revenir dans un autre mandat. Et donc, il y a lieu d'organiser des élections. Alors nous, ce que nous demandons au niveau européen, comme étant premier bailleur de fonds dans le cadre du Fonds européen de développement, mais aussi dans le cadre des États membres qui participent, je dirais, au développement de la RDC, nous disons que la RDC doit respecter effectivement la Constitution. Nous demandons aussi à l'Union africaine qu'elle joue son rôle par rapport au respect des constitutions et au jeu démocratique en Afrique. La République démocratique du Congo est un grand pays sur le continent africain et une instabilité dans ce pays pourrait générer de grosses instabilités, je dirais, dans la région. Et donc il nous semble important aussi que l'Union africaine puisse jouer correctement son rôle. Nous demandons aussi à l'Union européenne qu'elle mette des conditions à sa participation à l'observation des élections. Nous ne voulons pas être des observateurs pour valider une élection qui n'aurait pas respecté les principes que nous voulons, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, qui permettent pluripartistes et qui permettent la liberté de la presse et la liberté d'expression. Donc tout cela est prévu dans cette résolution, et ce que nous avons aussi ajouté à cette résolution, c'est de pouvoir avoir un mécanisme de sanctions ciblées qui permettrait de cibler des individus qui font partie aujourd'hui, je dirais, de l'autorité congolaise et qui auraient qui auraient des comportements qui ne respecteraient pas les droits de l'homme. Et donc il est important qu'on puisse donner un message à la République démocratique du Congo que si, par exemple, ils ont le souhait d'avoir de la mobilité en Europe ou ailleurs, eh bien, ils doivent être propres. Ils ne peuvent pas avoir commis des crimes dans leur pays. Et donc ça, je pense que c'est très important comme message. Si on veut venir en Europe, il faut pouvoir montrer que nous ne sommes pas auteurs de crimes. Okay. Et par rapport, donc maintenant, si on suit ce schéma-là et que le président Kabila s'accrochait au pouvoir, comment est-ce que le Parlement européen réagirait, selon vous? Alors je pense que tout d'abord on doit anticiper surtout, on doit vraiment faire en sorte que la Constitution soit respectée et que les élections se passent dans le calme. Donc c'est vraiment ce que nous devons absolument plaider, défendre dans l'intérêt des citoyens congolais. Et je suis persuadée que si ça se fait de cette manière-là, avec de la transparence, avec du calme, avec le respect des citoyens, eh bien il y aura des élections qui permettront de mettre au pouvoir des personnes qui sont des personnes habilitées à l'être. Donc je n'ai pas envie d'aller vers l'hypothèse qui est une hypothèse contraire, parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en partenariat avec les acteurs congolais, c'est de pouvoir aller vers des élections libres qui devraient se passer, je dirais, en respectant la Constitution d'ici fin de l'année 2016. Donc il nous reste 8 mois. En fait, cette question, c'était parce que par rapport au Burundi, je sais que vous avez intervenu aussi et que ça s'est très mal passé. Donc, c'était pour... Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sanctions qui ont été prises à l'encontre du Burundi.
des sanctions, par exemple, par rapport à l'aide au développement, qui ont été prises sur le Burundi. Et nous contestons toujours la présence de M. Nkurunziza au niveau du Burundi. Et donc, le Burundi est isolé aujourd'hui par rapport à un partenaire européen. Mais le Burundi, ce n'est pas la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un très grand pays dans lequel il y a énormément d'instabilité, et particulièrement en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un acteur important dans sa région. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup d'intérêts des uns et des autres sur le territoire congolais. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas acceptable d'avoir un pays aussi riche dans ses ressources et dans ses êtres humains, qui finalement soit un des pays les plus pauvres du continent africain. Donc, en prônant la démocratie, en prônant la stabilité, nous prônons aussi le fait que les citoyens congolais puissent mieux recevoir le fruit de leur richesse qu'ils ne le reçoivent aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour ces éclaircissements et je crois que nos téléspectateurs ont bien compris tout ça. Vous venez de terminer donc la semaine d'Afrique. Dites-nous un peu votre bilan par rapport à ça. Alors on a effectivement organisé au Parlement européen une semaine africaine dont l'objectif était de retravailler le lien entre l'Europe et le continent africain. C'est à l'initiative du groupe socialiste et démocrate que cette semaine a eu lieu. Alors le premier bilan, il est positif dans la mesure où nous disons nous allons refaire une semaine africaine l'année prochaine. Et donc l'objectif est de travailler tous les ans sur les enjeux et les défis de la relation Union-Afrique. Et pas uniquement sous l'angle des difficultés aujourd'hui qui sont rencontrées, par exemple la question migratoire ou les questions du développement, mais aussi sous l'angle l'Afrique des talents. Quels sont aujourd'hui les défis que nous avons en commun et comment devons-nous les gérer ensemble? Moi je pense que la relation Europe-Afrique dans le siècle précédent a été une relation, et je pense que nous devons l'assumer comme Européens, qui a été une relation post-coloniale. C'est-à-dire après les indépendances, l'Europe a voulu faire une relation avec l'Afrique qui était une relation presque encore du type colonial. C'est comment pouvons-nous garder nos intérêts, qui étaient des intérêts coloniaux, en Afrique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons penser à une relation qui est une relation d'égal à égal. Nous avons les mêmes défis. Les défis du réchauffement climatique, les défis des droits de l'homme, les défis des démocraties. Vous savez, les démocraties en Europe, aujourd'hui, sont extrêmement menacées. Nous avons des poussées d'extrême droite, de partis fascistes. Donc nous avons des problèmes dans l'exercice de nos démocraties. Et donc ces défis, nous devons les rencontrer ensemble. Et surtout, moi je plaide pour que nous ayons, avec le continent africain, avec nos partenaires africains, une meilleure redéfinition de nos relations économiques. Et c'est redéfinir finalement le post-Cotonou. C'est cette convention qui définit la manière dont nous allons travailler ensemble pour les 20 prochaines années. Et donc c'est maintenant que nous devons le faire. Cotonou, ça se termine en 2020, donc c'est-à-dire dans 4 ans, c'est tout de suite. Et nous devons travailler maintenant avec nos partenaires africains pour savoir comment nous envisageons les relations à venir. Une autre petite question, mais parce que le lundi, donc à l'ULB, on avait filmé avec le mouvement citoyen et le ballet citoyen. D'autres téléspectateurs nous ont demandé qu'est-ce qui se passe avec le Parti socialiste et tous ces mouvements citoyens, ballet citoyen, il y en a marre, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors moi je trouve qu'un parti progressiste tel que le Parti socialiste doit soutenir des mouvements qui sont des mouvements qui rafraîchissent l'espace qui est l'espace démocratique. Et on voit que ces mouvements qui sont souvent des mouvements de jeunes, mais qui embarquent avec eux des gens qui sont pour de la démocratie, pour de la transparence, eh bien nous devons nous alimenter et nous nourrir de ces mouvements. On doit le faire avec les jeunes africains, mais on doit le faire aussi avec nos jeunes ici en Europe. On voit, il y a les Nuits debout, par exemple, qui s'organisent aujourd'hui, mais ce sont des veilles qui sont des gens qui disent « Attention, nous critiquons nos démocraties pour telle raison, et si vous ne changez pas, eh bien nous forcerons le changement ».
Et moi, je trouve que c'est sain d'avoir des gens qui sont critiques. Une démocratie qui est critiquée, ça montre que c'est une démocratie. Quand il n'y a pas de critique du pouvoir politique, on doit se poser des questions. Et donc, je pense qu'on doit être attentif et on doit en tout cas toujours garder cette liberté d'expression. C'est un peu, j'ai un peu conclu de cette manière-là au niveau de cette rencontre. La différence entre aujourd'hui l'Europe et l'Afrique, c'est que malheureusement, un certain nombre de ces personnes en Afrique doivent être en exil pour pouvoir exercer leur critique. Parce que dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas le faire. C'est le cas de Filimbi et de Floribert qui étaient là. Heureusement, encore aujourd'hui en Europe, on a encore le droit d'exprimer une critique, d'exprimer un mouvement contestataire, sans forcément être en prison, sans forcément être en exil. C'est un droit pour lequel nous nous sommes battus, mais malheureusement, de plus en plus, ce droit est en train d'être rétréci. Et moi, je me battrai partout pour que ce droit à l'expression, ce droit à la critique, puisse être maintenu, puisse être ouvert. Et c'était un peu l'échange que nous avons eu à l'ULB. Madame Arena, par rapport au dialogue maintenant, oui, qui se déroule chez nous avec Edem Kodjo, oui. voilà, vous serez de quel avis? Alors moi, je suis quelqu'un qui est souvent ouvert au dialogue. Mais si le dialogue est utilisé pour retarder un processus électoral, c'est-à-dire pour embarquer les personnes vers le fait qu'il n'y ait pas d'élection, le fait qu'on va parler pendant des années pour pouvoir maintenir un pouvoir en place, alors je trouve que c'est un leurre. Si par contre le dialogue est là pour faire en sorte que les élections vont avoir lieu, qu'elles vont avoir lieu de manière transparente et que tout le monde participe à cela dans les limites du timing qui est donné par la Constitution, alors je suis favorable au dialogue. Mais il ne faut pas rentrer dans un jeu de dupes, rentrer dans un dialogue qui est juste un alibi pour ne pas organiser des élections. Et donc c'est un peu la critique que je pourrais formuler aujourd'hui, mais je vous dis, si ce dialogue a pour objectif constructif de faire les élections, alors je pense qu'il faut pouvoir le soutenir. Oui. Donc, on espère que ce dialogue ne va pas, excusez-moi du terme, accoucher d'une souris. Exactement. Madame Arena, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps parce qu'on sait que votre agenda est souvent très serré. Aujourd'hui, on a eu l'honneur de vous avoir pour ces quelques minutes. Et à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.